Je vais à un rendez-vous. Ne sois pas démodé, Harry ma femme. Ce que j'ai fait ensuite lui a fait regretter. Avez-vous déjà été témoin d'un moment si absurde que votre cerveau cale? Parce que c'est exactement ce qui s'est passé à la seconde où j'ai vu Camille entrer dans notre salon en talons cramoisis et rouge à lèvres assorties, comme si elle se rendait à un gala à l'Opéra Garnier. Sauf qu'elle prétendait aller à un dîner décontracté. J'ai cligné des yeux une fois, deux fois. Ma voix s'est brisée avant que je puisse l'arrêter. Depuis quand les dîners décontractés nécessitent-ils des talons de 8 cm et un sillage de parfum assez fort pour étouffer un fleuriste? Elle a marqué une légère pause, puis a tourné la tête avec un sourire narquois qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Depuis que j'en ai eu envie, Julien, dit-elle en glissant son téléphone dans une pochette comme si elle n'avait pas juste déclenché une alarme silencieuse dans mes tripes. Ne commence pas avec ça. Ne commence pas. C'était l'allumette, l'étincelle, le coup de semonce et le défi tout en un. Je ne commence rien, ai-je répondu en me levant lentement du canapé. Mais peut-être que tu peux finir la partie où je demande avec qui est ce dîner et où tu me dis quelque chose qui ne sent pas le mensonge. Elle a levé les yeux au ciel, de cette manière dédaigneuse qui dit que vous êtes dramatique de remarquer l'évidence. C'est avec des collègues. Détends-toi. C'est du réseautage, pas un club de striptease. Le sourire narquois s'est approfondi. Elle me provoquait maintenant, testant le terrain pour voir si j'allais craquer. Je n'ai pas craqué. Au lieu de cela, je me suis approché, j'ai croisé les bras et je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu avais l'habitude de faire du réseautage en ballerine et cardigan, Camille. Qu'est-ce qui a changé? Ce fut la première fois que sa mâchoire tressaillit. Elle se tourna vers le miroir près de la porte, retoucha son rouge à lèvres comme si je n'étais qu'un bruit de fond. Peut-être que je suis juste fatigué de ressembler à la femme fatiguée de quelqu'un. Femme fatiguée. Les mots ont frappé comme un pied de biche à la poitrine. Et elle le savait. J'ai pris une respiration, puis une autre. Si tu es fatigué, nous pouvons parler. Si tu t'ennuies, nous pouvons travailler sur nous. Mais si tu en as fini, dis-le clairement. Elle m'a de nouveau fait face, les bras croisés, pleine de chaleur et de venin. Peut-être que j'en ai fini, Julien. Peut-être que je suis fatigué de traîner un poids mort pendant que tu pourris dans cet appartement, prétendant que nous avons toujours 28 ans et faim. Le voilà. Le venin, la coupure sous les mots. Elle ne voulait pas se battre. Elle voulait une blessure. J'ai dégluti difficilement, la poitrine serrée. Alors c'est ce que tu es maintenant? La femme qui fait honte à son mari pour justifier de s'habiller pour quelqu'un d'autre? Ce rire, aigu, creux, a rebondi sur les murs. Ne sois pas si dramatique. Mon Dieu, c'est exactement pour ça que je sors. Tu t'accroches, tu te morfonds. Je te fais confiance, ai-je craqué. C'est ce que je fais. Je te fais confiance, même quand mes tripes hurlent de ne pas le faire. Et juste comme ça, sa confiance s'est fissurée pendant une demi-seconde. Mais elle s'est vite reprise. Alors peut-être que tes tripes sont plus intelligentes que toi. Elle a attrapé son manteau, a jeté son sac sur son épaule et s'est dirigée vers la porte comme si la dispute était indigne d'elle. Je rentrerai tard, dit-elle sans se retourner. Tu rentreras changé, ai-je marmonné. Mais elle ne l'a pas entendu. La porte a claqué derrière elle, et c'était tout. Je suis resté là dans le silence qui a suivi, écoutant juste le bourdonnement du réfrigérateur, mon propre rythme cardiaque, battant avec une étrange clarté. C'était la fin. Pas de l'amour, pas encore, mais de l'illusion qui le maintenait en vie. Cette nuit-là, je me suis assis dans l'immobilité de notre appartement hors de prix de Lyon, entouré de livres que nous ne lisions jamais et de bougies que nous n'allumions plus. Le parfum de Camille flottait encore dans l'air. Mais sa présence, elle m'avait déjà quitté des mois auparavant. Tout ce à quoi je pouvais penser était, elle pense que je vais juste accepter ça, que je vais sombrer tranquillement, mais je ne le ferai pas parce que quelque chose en moi a changé au moment où elle a franchi cette porte. Elle ne le sait pas encore, mais j'ai fini de jouer le rôle du mari confus. À partir de maintenant, je bouge en silence, mais je bouge avec un but. Et la première étape, reprendre la seule chose sur laquelle j'avais encore le contrôle, moi-même. Le monde semble différent à 4h52 du matin. Personne ne regarde. Personne ne joue la comédie. La ville n'a pas encore décidé quel genre de journée elle veut être.
C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me présenter au gymnase central. Pas de musique dans mes oreilles, juste le bruit sourd des poids et le doux bourdonnement des distributeurs automatiques qui n'avaient pas été réapprovisionnés depuis des semaines. Au début, je bougeais comme un homme essayant de se débarrasser d'un cauchemar. Mécanique, incertain, mais déterminé. La barre d'haltère cliquetait contre le support pendant que je la chargeais, mes mains sèches, ma prise incertaine. Camille disait que j'étais doux d'une manière tendre, comme si c'était un compliment. Mais dans le miroir résonnant de ce gymnase, sous les pâles lumières fluorescentes, j'ai réalisé que je n'avais pas été tendre. Maintenant, à chaque répétition, quelque chose s'ancrait. Mes muscles me faisaient mal, oui, mais ce n'était pas une douleur punitive. C'était concentré. Nécessaire. Chaque goutte de sueur ressemblait à une petite reconquête du terrain que j'avais cédé au fil des ans d'érosion émotionnelle. Il n'y avait qu'une poignée d'autres lève-tôt. Un homme plus âgé qui hochait à peine la tête, 2 livreurs en chemise de la poste et une femme avec une queue de cheval en désordre qui s'étirait toujours près de la fenêtre. Personne ne parlait beaucoup. Ce silence est devenu mon sanctuaire. J'aimais son rythme. Soulever, abaisser, respirer. Ça donnait une forme à la colère. Ça lui donnait des murs. Ça la rendait utile. Un matin, peut-être une semaine après, le gars derrière le comptoir, Léo, je crois que c'était son nom, a levé les yeux de son téléphone et a demandé « Tu es nouveau en ville ?» J'ai secoué la tête, essuyant la sueur de mon cou avec une serviette. Juste nouveau aux matinées. Il a souri. Les matinées te changeront, mec. Pas toujours de la manière à laquelle tu t'attends. Cette phrase m'est restée en tête alors que je marchais vers la voiture. Il ne s'agissait pas de devenir quelqu'un d'autre. Il s'agissait de me réveiller à qui j'avais été depuis le début. De retour à la maison, Camille était toujours endormie quand je revenais, recroquevillée comme un point d'interrogation de son côté du lit. Ses taches de rouge à lèvres depuis longtemps effacées par les rêves. Nous ne parlions pas beaucoup ces jours-là. Et ce silence, il avait l'habitude de m'écraser. Maintenant, je le portais comme une armure. J'ai commencé à tenir un journal, juste un petit carnet dans la boîte à gants. Rien de profond, juste de rapides lignes après chaque entraînement. Ça fait encore mal. C'est bien. Je ne pensais pas pouvoir finir la dernière série. Je l'ai fait quand même. Elle ne reconnaîtrait pas cette version de moi. Je ne le faisais pas pour prouver quoi que ce soit. Ni à Camille, ni même à moi-même. J'avais juste besoin de quelque chose qui me semblait appartenir. L'homme qu'elle avait laissé derrière elle sur le sol de ce salon, confus, suppliant, se ratatinant. Je l'avais déjà enterré sous des couches de sueur, d'acier et d'engagement silencieux. Et jour après jour, poids après poids, je devenais quelqu'un qu'elle ne pouvait plus rejeter avec un sourire narquois. Quelqu'un que même moi je n'avais pas encore rencontré. C'est arrivé par accident. La plupart des bonnes choses le font. Je venais de terminer une séance matinale brutale. Les jambes encore engelées, la chemise collée à mon dos. De cette manière que vous ne tolérez que lorsque vous l'avez mérité. Je n'avais pas faim, mais j'avais besoin d'air. Quelque chose de réel, de chaud, quelque chose qui ne faisait pas écho. C'est comme ça que je me suis retrouvé au petit comptoir, niché entre un pressing et un local commercial vide. Le genre d'endroit que vous manquez à moins de le chercher. À l'intérieur, tout semblait être une expiration. Un jazz doux murmurait depuis un haut-parleur. La lumière du soleil se déversait à travers des stores poussiéreux et l'odeur, gousse de vanille, expresso brûlé, quelque chose de beurré, m'enveloppait comme un manteau. Je me suis assis près de la fenêtre avec un café noir et un muffin à l'avoine que je ne voulais pas mais que j'ai commandé par habitude. C'est alors que je l'ai vue. Elle était assise de table plus loin, un carnet ouvert, un crayon dans la bouche comme s'il y vivait. De grosses boucles, une veste en jean délavé et un ordinateur portable rose ébréché qui semblait avoir ses propres histoires. Elle m'a surpris en train de la regarder et, juste comme ça, elle a souri. Pas flirté, pas posé. Souris. Tu as toujours l'air si sérieux quand tu manges des muffins, demanda-t-elle assez fort pour que moi et 3 tables voisines l'entendent. J'ai cligné des yeux, puis j'ai ri, complètement pris au dépourvu. Ça dépend du muffin. Elle a penché la tête, le crayon toujours suspendu entre ses dents.
Tu l'analyses comme s'il avait fait du tort à tes ancêtres. J'ai ri sincèrement, plus que je ne l'avais fait depuis des semaines, peut-être des mois. Peut-être que c'est le cas, ai-je dit. Peut-être que ce muffin est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Elle a refermé son carnet d'un coup sec. Alors nous devons te venger. Je me suis retrouvé à me déplacer vers elle sans réfléchir. Et tu es ? Clara, dit-elle, tendant la main de façon spectaculaire à travers le vide entre nos tables. Gobelin réside du café et militante des droits des muffins. Julien, ai-je répondu en lui serrant la main. Marie en convalescence. Cela l'a fait marquer une pause, mais pas de la manière gênante que les gens ont quand vous en dites trop. Elle m'a étudié, puis a hoché la tête comme si elle comprenait plus que ce que j'avais dit. Nous avons fini par parler pendant 40 minutes de rien, de tout. Elle m'a dit qu'elle enseignait l'art dans une école publique à Chartres, qu'elle peignait pendant les étés et collectionnait les cadres de friperie comme s'ils étaient de l'or, qu'elle s'était une fois rasé la tête sur un pari et avait pleuré non pas parce que ses cheveux lui manquaient, mais parce que cela faisait que les gens la regardaient différemment. Elle m'a posé des questions sur moi, et j'ai répondu honnêtement pour une fois. Je lui ai dit que j'étais marié depuis longtemps, que je désapprenais cela, que je ne savais pas ce qui allait suivre, mais que je commençais à moins me soucier d'avoir besoin de savoir. Clara n'a pas insisté. Elle n'a pas jugé. Elle a juste siroté son chai et a hoché la tête au bon moment. Et quelque part entre sa deuxième recharge et ma troisième, elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Tu n'as pas à tout réparer d'un coup, Julien. Tu dois juste arrêter de prétendre que tu ne vaux pas la peine d'être réparé. Les mots m'ont frappé comme un poids que je ne réalisais pas que je portais. Et soudain, j'ai senti ma gorge se serrer. Pas de chagrin, pas de rage, mais de soulagement. C'était comme si ma poitrine avait été enveloppée de brouillard. Et la voilà, riant, griffonnant, sirotant du thé, le traversant de part en part. Elle ne connaissait pas mon passé, mais pour la première fois, je me suis demandé si elle pourrait faire partie de mon avenir. Alors que je me levais pour partir, j'ai hésité, puis je me suis retourné. Même heure demain. Elle a souri lentement et chaleureusement. Seulement si tu promets de ne pas te battre avec le muffin cette fois. J'ai posté la photo sur un coup de tête. Une photo matinale granuleuse de la salle de sport. Moi, Léo, quelques habitués et Clara faisant un signe de paix avec une barre protéinée dans la bouche. La légende disait, toujours debout, toujours présent. Je n'ai identifié personne. Je n'ai pas dit où. Je l'ai juste publié et j'ai continué ma journée. Mais cette nuit-là, alors que je traversais le couloir de notre appartement, mon sac de sport toujours sur l'épaule, des écouteurs dans les oreilles, Camille m'a arrêté net comme si elle m'attendait. Sa voix a traversé le couloir comme la piqûre du carrelage froid sur des pieds nus. Tu es soudainement une personne matinale maintenant. J'ai marqué une pause, je l'ai regardée. Camille se tenait dans sa robe de chambre en soie, un sourcil parfaitement sculpté arqué, les bras croisés comme si elle décidait de la quantité de sarcasme à dispenser. Elle a levé son téléphone, mon post Instagram brillant dans le reflet de son ongle manucuré. Qui est la fille, demanda-t-elle, trop désinvolte, trop contrôlée. Je n'ai pas bronché, je n'ai pas bafouillé. J'avais passé des semaines à me préparer pour ce moment sans même le savoir. C'est une amie, ai-je dit simplement. De la salle de sport. Le rire de Camille était léger et aigu, comme du verre remué dans un verre à cocktail. Bien sûr. Une amie de la salle de sport qui te donne l'impression d'avoir dormi pendant 10 ans de ta propre vie. Cette pique a touché, mais je ne l'ai pas laissé paraître. J'ai enlevé mon sac et je l'ai posé calmement près du placard. Tu as demandé, ai-je dit, et j'ai répondu. Autre chose ? Ou c'était juste une vérification ? Elle a penché la tête, les yeux se plissant légèrement. Ne fais pas semblant que ce n'est pas un message. Je ne fais semblant de rien, ai-je répondu, la voix froide. J'ai juste commencé à me respecter à nouveau. Ça a porté. Son sourire a vacillé. Juste un tic, mais je l'ai vu. Le genre de fissure dans le masque qui vous dit que quelqu'un recalcule tout ce qu'il pensait savoir. Elle a essayé de se reprendre rapidement, s'approchant, baissant la voix à ce ton bas et sirupeux qu'elle utilisait quand elle voulait gagner. Allez, Julien. N'agis pas comme si tu étais un moine maintenant. Tu t'attends vraiment à ce que je croie que tu ne fais pas ça pour me rendre jalouse ? J'ai rencontré son regard, égal, calme.
Honnêtement, j'ai arrêté d'attendre quoi que ce soit de toi la nuit où tu m'as ri au nez à propos de ce dîner décontracté. Je ne joue plus aux échecs avec des fantômes. Sa bouche s'est légèrement ouverte, puis s'est refermée. Rien n'est sorti. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas de réplique. Je suis passé devant elle en direction de la cuisine, prenant une bouteille d'eau du réfrigérateur comme si c'était une nuit comme les autres. Comme si nous n'avions pas juste inversé le scénario sans un seul cri. Elle est restée figée dans le couloir, le téléphone toujours à la main, sa robe de chambre bougeant légèrement alors qu'elle essayait de décider si elle devait se battre ou battre en retraite. Finalement, elle n'a rien dit. Et ce silence, il m'a tout dit. Elle n'était pas habituée à cette version de moi. L'homme qui ne poursuivait pas. L'homme qui ne suppliait pas ou ne bronchait pas quand elle appâtait l'hameçon. Elle avait passé si longtemps à traiter ma patience comme une faiblesse, mon silence comme une reddition. Mais maintenant, le silence était le sien. Et ça la terrifiait. C'était l'idée de Thomas. Un vieil ami de l'université, l'une des rares personnes à être restée à Lyon après l'obtention de son diplôme. Il organisait une petite fête dans son jardin. Juste des hamburgers, de la musique, quelques glacières. Rien d'extraordinaire, mais c'était le genre de soirée qui vous rappelait qui vous étiez avant que la vie ne se complique. Amène quelqu'un, avait-il dit nonchalamment au téléphone. N'importe qui, mais pas Camille. Je ne lui avais pas tout dit. Je n'en avais pas eu besoin. Certains amis savent, tout simplement. Alors, j'ai envoyé un texto à Clara. Sans attente, juste une invitation. Barbecue dans le jardin, vieille bande de l'université. Samedi, ça te dit? Sa réponse est arrivée presque instantanément. Est-ce que j'ai des points bonus si j'apporte des brownies? Ce samedi soir, le soleil plongeait bas et doré alors que nous nous garions dans l'allée de Thomas. Clara est sortie de ma voiture en tenant un plateau recouvert de papier d'aluminium, vêtue d'un jean, de baskets et d'un t-shirt qui disait « Ne me force pas à utiliser ma voix de prof ». Elle ne ressemblait en rien au genre de personne contre laquelle Camille me mettait en garde. Et pourtant, tout en elle ressemblait à une rébellion tranquille. À l'intérieur, la nuit s'est épanouie, lente et facile. Les gens riaient. Les histoires volaient dans le jardin comme des lucioles. La femme de Thomas apprit Clara apparaît en quelques minutes, elle riait aux éclats à propos d'un incident impliquant une glacière remplie de sucettes glacées à la vodka et un raton laveur sauvage lors d'un voyage de camping à l'université. Personne ne m'a regardé avec méfiance. Pas de questions gênantes sur Camille. Pas de double regard sur qui j'avais amené. Juste de la chaleur, de l'ouverture, de la présence. Et Clara, elle était à sa place. Elle a rencontré tout le monde avec une étincelle, une blague, un intérêt sincère qui n'était pas performatif. Je l'ai surprise en train de faire rire un voisin âgé si fort que ses yeux ont pleuré. Je l'ai regardé réconforter une étudiante éméchée qui venait de vivre son premier vrai chagrin d'amour. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas mis en scène. C'était juste bien. Pour la première fois depuis longtemps, je ne survivais pas à la nuit. Je la vivais. À un moment donné, Clara s'est approchée avec 2 assiettes en carton bien remplies et s'est assise à côté de moi sur la pelouse. « Tu as une bonne bande, dit-elle entre 2 bouchées. Désordonnée, légèrement inappropriée, mais décente. Comme une famille, ai-je dit. Elle m'a donné un coup de coude dans le genou. Mieux que la famille. Ils ne s'attendent pas à ce que tu viennes à tous les repas de famille. J'ai ri. Un rire facile, plein, réel. Le genre qui vous fait oublier qu'il y a eu un temps où vos côtes vous faisaient mal pour une raison différente. Plus tard dans la nuit, alors que nous nous appuyions contre ma voiture sous le doux scintillement d'un lampadaire, elle m'a regardé avec ce même demi-sourire narquois qui avait d'abord brisé mes défenses. « Ça va » demanda-t-elle. « Ouais, ai-je dit. Je crois que ça va vraiment. » Elle a hoché la tête comme si elle le savait déjà. Puis elle est montée dans sa voiture et est partie, ses feux arrière disparaissant dans la rue calme comme un murmure que je voulais entendre à nouveau. Je n'ai vérifié mon téléphone qu'une fois rentré à la maison. Il était là. Le nom de Camille planant dans mes notifications. Pas un appel, pas un message, juste son nom. A vu ma story Instagram. Celle avec Clara souriant à côté de moi. Celle identifiée chez Thomas. Aucune réaction. Aucun emoji.
Aucun texto, juste le silence. Mais d'une manière ou d'une autre, cela semblait plus fort que tout ce qu'elle avait jamais dit. Cette nuit-là, elle n'était pas le centre de l'histoire. Et pour la première fois, elle le savait. Il y a un type de silence particulier qui ne s'installe pas seulement, il traque. Notre appartement, autrefois bourdonnant de bruit quotidien, son mixeur le matin, mon café qui infuse, les clés qui cliquettent dans le bol près de la porte étaient maintenant plus silencieux qu'une bibliothèque à minuit. Mais ce n'était pas la paix. C'était la guerre. Camille avait cessé de faire semblant. Plus de sourires forcés. Plus de remarques passives sur l'énergie que je dégageais. Maintenant, son ton était sec. Ses mots transactionnels. Si elle avait besoin de quelque chose, un mot de passe de mail, une signature sur le renouvellement du syndic, elle demandait comme si j'étais un collègue qu'elle tolérait à peine. Je correspondais à son ton, non par dépit, juste par épuisement. Poli, froid, neutre, comme si nous louions un espace dans la vie l'un de l'autre sans jamais signer le bail. Les vraies conversations se déroulaient dans ce que nous ne disions pas. Je partais tôt pour la salle de sport. Elle envoyait la liste de courses par texto alors que je sortais. Elle a commencé à dîner dans la chambre. J'ai commencé à travailler plus tard le soir. Ce n'était pas dramatique. C'était chirurgical. Chaque jour, une petite incision faite juste assez profonde pour saigner. La seule fois où nous partagions la même pièce pendant plus de quelques minutes était dans la cuisine lorsque la porte du réfrigérateur s'ouvrait ou lorsque nous nous croisions à l'évier. Même alors, nous bougions comme des planètes en orbite dans des fuseaux horaires distincts. Une fois, j'ai accidentellement effleuré son épaule en attrapant un verre. Elle a tressailli comme si j'étais de la glace. Je ne me suis pas excusé. Une autre nuit, j'ai laissé mes chaussures de sport près du couloir. Elle les a contournées avec le même effort que quelqu'un pourrait utiliser pour éviter une souris morte. Pas de dégoût, juste de l'évitement. Elle n'a jamais posé de questions sur Clara, n'a jamais mentionné la photo, la fête, les brownies. Mais je le voyais dans la façon dont elle m'étudiait maintenant. Des regards plus longs, des clignements d'yeux plus rapides, des pauses avant de parler, comme si elle essayait de décoder quelque chose que je n'offrais pas. Un soir, je l'ai entendue au téléphone, voix basse, feutrée, probablement sa sœur. Elle a ri de quelque chose et pendant une demi-seconde, j'ai oublié quel mois c'était. Ce rire m'appartenait autrefois. Maintenant, il semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Je me suis assis dans le salon en faisant défiler sans but, me demandant si elle regrettait même ce que nous étions ou si elle regrettait simplement d'être regrettée. Je pense que c'est la différence. Les gens comme Camille ne craignent pas la perte. Ils craignent l'insignifiance. Et maintenant, avec chaque jour tranquille, chaque matin où je ne demandais pas où elle allait, chaque soir où je ne me réveillais pas, elle devenait insignifiante dans mon histoire. Et ça, c'est ce qui l'a finalement mise mal à l'aise. Pas la culpabilité, pas le regret, mais la prise de conscience naissante que je pouvais continuer à vivre et peut-être même à rire sans elle. Ce n'était plus seulement de l'espace. C'était une distance, mesurée et en expansion. Et la guerre, elle ne se menait pas avec des voix élevées ou des assiettes cassées. Elle se menait avec le silence. Et je gagnais. Il était un peu plus de 21h quand je suis rentré ce soir-là, assez tard pour que tout soit calme, mais pas si tard que la maison soit endormie. Je suis entré dans le silence, j'ai posé mes clés dans le bol près de la porte et je me suis retourné pour accrocher ma veste quand je l'ai vue. Camille, debout dans le couloir comme si elle avait été sculptée dans l'ombre. Elle avait les bras croisés, la mâchoire serrée, les yeux fixés sur moi comme si elle avait répété cette confrontation dans sa tête pendant des heures. « Tu m'as évité », dit-elle sèchement. J'ai marqué une pause à mi-chemin, puis j'ai laissé tomber mon sac près du banc. Non, j'ai juste arrêté de te courir après. Ça l'a touchée. Elle a cligné des yeux une seule fois, mais dans l'espace entre ses cils, j'ai vu la piqûre. Tu vas et viens comme si ce n'était pas ta maison, dit-elle, la voix montant d'un demi-ton. Et tu agis comme si nous étions toujours mariés en esprit, ai-je répondu, en gardant mon ton égal, stable. Nous ne le sommes pas. La bouche de Camille s'est ouverte comme si elle était sur le point de lancer une réplique, mais rien n'est sorti. Elle a hésité. Et cette hésitation, elle m'a tout dit. Elle n'avait pas de scénario pour cette version de moi. Je n'étais pas sur la défensive. Je ne suppliais pas. J'étais juste clair.
Elle s'est approchée, le menton levé. Tu penses que je ne vois pas ce que tu fais? Te pavaner avec elle comme si c'était une victoire. J'ai expiré par le nez, laissant ces mots en suspens. Je ne me pavane pas, ai-je dit calmement. Je vis. Camille a ricané, croisant les bras plus étroitement. Et quoi? Je suis juste censé sourire pendant que tu... Quoi? Joues à la maison avec une femme qui ne te connaît même pas. J'ai légèrement penché la tête. C'est drôle, c'est exactement ce que j'ai ressenti en te regardant partir pour des dîners décontractés avec du rouge à lèvres et des mensonges. Son visage a rougi juste une seconde. Sa bouche s'est pressée en une fine ligne comme si elle avait mordu dans quelque chose d'acide et ne voulait pas le recracher. Elle a reculé, se regroupant. Ce n'est pas toi, Julien. Tu n'es pas froid. Tu ne fais pas ça. Ce truc d'exil émotionnel. Je me suis appuyé contre le mur du couloir, les bras croisés maintenant aussi, reflétant les siens. Non, ai-je dit. Mais je ne fais pas non plus l'humiliation. Et je ne fais certainement plus la loyauté à sens unique. Elle n'a pas scié, juste regardé. Et lentement, la colère sur son visage a cédé la place à quelque chose de plus troublant. L'incertitude. Tu penses qu'elle va te sauver, demanda-t-elle, plus doucement maintenant. Tu penses que cette nouvelle petite version de toi est réelle? J'ai pris un moment, puis j'ai haussé les épaules. Peut-être pas, mais c'est honnête, et en ce moment, c'est suffisant. Un temps passa. Puis deux. Camille a baissé les yeux sur le sol comme si elle pouvait y trouver quelque chose qui pourrait lui redonner le dessus. Elle n'a rien trouvé. Finalement, elle a dit, tu ne me demandes même plus où je vais. J'ai souri, lent et vif. Tu as raison, ai-je dit. Parce que j'ai finalement réalisé que je n'en avais pas besoin. Elle a levé les yeux, ses yeux vacillant entre la peur et l'incrédulité. Alors, c'est ça. Tu as juste fini. Je me suis approché d'elle, assez près pour qu'elle puisse sentir le froid dans mon calme. J'ai fini au moment où tu as cessé de te soucier de l'impact de tes actions sur moi. Mais ça, cette version de moi, elle ne fait que commencer. Puis je me suis retourné, je suis passé devant elle et je suis entré dans la cuisine, sans regarder en arrière une seule fois. Derrière moi, le couloir est resté silencieux. Pas de bruit de pas, pas de porte qui claque, juste le silence. Mais cette fois, il ne m'appartenait pas. C'était un mercredi. En milieu de semaine. Calme, inoffensif. Ou du moins, ça a commencé comme ça. Je venais de finir de servir le dîner. Poulet grillé, patates douces rôties, rien d'extraordinaire, mais Clara avait insisté pour apporter sa moutarde au miel maison. Elle disait que celle du commerce était un péché contre l'humanité. Nous étions assis l'un en face de l'autre à l'îlot de cuisine, la lumière du plafonnier projetant cette douce lueur ambrée qui rend même les assiettes en carton romantiques. Elle était au milieu d'une histoire. Quelque chose à propos de ces étudiants en art essayant de sculpter l'émotion avec de la pâte à modeler. C'est alors que j'ai entendu le son, le bruit de pas juste au-delà du couloir. Pas les miens, pas ceux de Clara. Camille. Elle n'avait pas fait d'entrée. Elle n'avait pas frappé. Ne s'était pas éclairci la gorge. Elle était juste là, appuyée à moitié cachée par le coin du mur, nous regardant. Je n'ai pas bronché, je n'ai pas cherché d'excuses ni ne me suis empressé de créer de la distance entre Clara et moi. Au lieu de cela, j'ai posé délicatement ma fourchette et je l'ai regardée droit dans les yeux. Camille n'a pas scié. Qu'est-ce qui se passe ici, demanda-t-elle, la voix cassante. Clara se tourna vers elle, polie mais pas trop chaleureuse, de la manière dont un invité pourrait considérer un chat qui vient de s'approprier le canapé. Je me suis redressé, j'ai essuyé mes mains sur une serviette et j'ai marché lentement jusqu'au bord de l'îlot. Le dîner, ai-je dit simplement. Dans ma maison, a ricané Camille. C'est vrai. Avec elle. J'ai soutenu son regard. Oui, avec Clara. Clara se leva maintenant aussi, silencieuse, mais présente. Elle n'essayait pas de se cacher. Cela importait plus que je ne le réalisais. Camille fit un pas en avant, les bras croisés serrés sur sa poitrine. Tu fais vraiment ça, dit-elle, te pavaner avec quelqu'un dans notre maison comme si ça ne voulait rien dire. J'ai expiré lentement, en gardant ma voix calme. Ce n'est pas notre maison, Camille.
Plus maintenant. Tu t'en es assuré. Ses yeux se plissèrent. J'habite toujours ici. Tu loues de l'air ici, ai-je répondu. Rien d'autre. Cela a touché quelque chose. Sa mâchoire s'est crispée et sa bouche s'est ouverte comme si elle était prête à lancer quelque chose de tranchant. Mais avant qu'elle ne puisse parler, Clara a doucement posé sa serviette sur le comptoir. Je vais vous laisser un moment, dit-elle, non par peur, mais par respect. Elle m'a serré le bras en passant, a murmuré, ne la laisse pas réécrire l'histoire. Puis elle a disparu dans le couloir, donnant à Camille l'espace qu'elle pensait nécessaire. Et puis ce n'était plus que nous. Comme au bon vieux temps, sauf que le silence n'était plus partagé. Il était divisé. Camille est entrée dans la cuisine maintenant. Plus lentement, plus délibérément. Tu ne vois même pas à quoi ça ressemble, n'est-ce pas, demanda-t-elle. L'amener ici comme si c'était un prix que tu avais gagné. J'ai secoué la tête. Il ne s'agit pas de gagner. Il s'agit de se réveiller. À quoi, a-t-elle craqué? À une version édulcorée de toi-même, à la poursuite d'endorphines et de validation? Je me suis approché, ma voix plus froide qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Non, au fait que j'ai tout donné à quelqu'un qui ne l'a jamais apprécié. Et maintenant j'ai fini de donner. Elle s'est figée. Je pouvais le voir, le lent effilochage derrière ses yeux. Je me suis penché juste un peu en avant, la voix basse et finale. Tu n'es plus qu'une voisine maintenant. Ces 5 mots ont volé l'air de la pièce. Elle m'a regardé comme si elle ne reconnaissait pas l'homme qui se tenait là. Et honnêtement, elle ne le reconnaissait pas. Elle avait sous-estimé les dégâts que son indifférence avait causés. Elle pensait que j'orbiterais toujours autour de son humeur, de ses caprices, de ses jeux. Mais j'étais sorti de cette gravité il y a longtemps. Tu ne penses pas ça, a-t-elle murmuré, presque pour elle-même. J'ai hoché la tête une fois. Si. Tu as cessé d'être ma femme bien avant que j'arrête de t'appeler ainsi. Elle a reculé, visiblement secouée, comme si elle cherchait sur les murs une porte qui n'existait plus. Mais je n'ai pas suivi. Je ne me suis pas adouci. Je suis juste resté là. Pas en colère, pas cruel, juste fini. Et c'était pire que la rage. C'était irréversible. Elle a quitté la cuisine sans un autre mot. Le seul son était le clic faiblissant de la porte de sa chambre se fermant doucement derrière elle, et le doux bourdonnement d'une vie qui n'attendait plus son approbation. Le lendemain matin est arrivé avec une tempête, non pas du ciel, mais de l'autre côté du couloir. Camille attendait déjà quand je suis entré dans la cuisine, me séchant encore les cheveux avec une serviette après la salle de sport. Elle avait l'air pimpante, intentionnelle, maquillée, la posture raide, les yeux plus froids qu'un café laissé dehors toute la nuit. Tu te prends pour un saint, a-t-elle craqué avant même que je puisse atteindre la bouilloire. J'ai cligné des yeux. Bonjour à toi aussi. Sa voix tremblait, non de faiblesse, mais d'une fureur qu'elle ne pouvait plus cacher. Ne fais pas semblant d'être innocent. Tu vis avec quelqu'un alors que ta femme est toujours sous le même toit. J'ai posé la serviette. Tu n'es pas ma femme. Tu l'as bien fait comprendre quand tu as commencé à pratiquer le célibat avec maquillage complet et mensonge. Elle s'est approchée, le doigt pointé en l'air. Et tu penses quoi? Parce que tu as soulevé quelques poids et souri sur une photo, ça fait de toi le gentil. Non, ai-je dit, mais ça veut dire que j'ai arrêté de me mentir à moi-même. Son souffle s'est coupé une seconde. Elle a presque semblé abasourdie, comme si j'avais percé quelque chose qu'elle ne pensait pas que je pouvais atteindre, mais le masque est revenu en place. Oh, s'il te plaît, a-t-elle ricané. Tu joues la victime depuis le moment où je t'ai dit que j'avais besoin d'espace. C'est de ça qu'il s'agit dans toute cette performance, de me punir. J'ai rencontré son regard furieux sans broncher. Je ne t'ai pas puni, Camille. Je t'ai enlevé. Il y a une différence. Elle a cligné des yeux 2 fois rapidement. Je l'ai revu. Cette lueur d'incrédulité, de reconnaissance. Elle ne s'attendait pas à ce que cette version de moi reste. Elle avait compté sur moi pour battre en retraite, m'effondrer, supplier. Mais je ne l'avais pas fait. Et maintenant, elle se débattait. Tu ne le vois même pas, n'est-ce pas, a-t-elle sifflé, la voix plus basse maintenant, plus venimeuse. Tu fais la même chose que ce dont tu m'as accusé.
L'abandon émotionnel, seulement tu le fais avec ce silence suffisant et moralisateur. J'ai marqué une pause, puis j'ai ri. Juste une fois. Peut-être ai-je dit, mais la différence, c'est que je ne t'ai jamais menti en face en le faisant. Ça l'a arrêté net. Je suis passé devant elle en direction du placard, j'ai attrapé ma tasse de café et je l'ai remplie sans me presser. Derrière moi, elle est restée sur place, les bras ballants le long de ses côtés, les yeux grands ouverts et ne clignant pas. Et puis, pour la première fois depuis des semaines, elle n'a rien dit parce qu'il n'y avait plus rien à dire. J'ai pris mon café, j'ai hoché la tête poliment et je suis allé dans la pièce du fond où le soleil commençait à se glisser à travers les stores, et le monde extérieur semblait propre, calme, honnête. Derrière moi, Camille est restée figée dans la cuisine, enveloppée dans l'écho de sa propre guerre. Plus de jeu, plus de rôle, juste la vérité, enfin, pleinement, et le silence qu'elle ne pouvait plus utiliser comme une arme. Je ne me souviens pas de la couleur du ciel ce matin-là. Drôle, n'est-ce pas? On s'attend à ce que la fin arrive avec le tonnerre ou la lumière du soleil se déversant comme dans une finale cinématographique, mais tout ce dont je me souviens, c'est le son de mon stylo qui s'ouvre en cliquant. Elle était déjà à la table de la cuisine quand je suis entré. Pas de préambule, pas de robe de chambre, juste une tenue de bureau décontractée, comme si elle assistait à une réunion qu'elle ne voulait pas tenir. Ses mains étaient enroulées autour d'une tasse tiède. Le café à l'intérieur avait refroidi. J'ai posé l'enveloppe à côté de son assiette sans un mot. Scellé, propre, sans drame. Ses yeux ont filé vers elle, puis vers moi. Elle n'y a pas touché. Qu'est-ce que c'est, demanda-t-elle, bien qu'une partie d'elle le sache déjà. Je ne me suis pas assis. Il est temps, ai-je dit. Camille a fixé l'enveloppe comme si elle pouvait la mordre. Tu y mets fin. Sa voix s'est légèrement brisée, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je la devance. Je l'ai déjà fait, ai-je répondu calmement. Ceci ne fait que le rendre légal. Elle a pris l'enveloppe, les mains tremblant légèrement. L'a ouverte. Son souffle s'est coupé quand elle a vu la page de titre. Accord de divorce. C'était réel maintenant. Du papier et de l'encre. Plus de guerre silencieuse. Plus de tension dans le couloir. Plus de faux-semblants. Ses yeux ont parcouru le document, tournant les pages comme si peut-être la fin disparaîtrait si elle lisait assez vite. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça, a-t-elle murmuré. J'ai croisé les bras, stable. Tu ne devrais pas être surprise. Elle a secoué la tête. J'étais en colère. J'étais confuse. Mais ça. C'est permanent, Julien. Je sais. Et si je disais que je suis prête maintenant, demanda-t-elle, la voix montant avec urgence. À y travailler, à vraiment y travailler. Je me suis avancé, la voix basse mais inébranlable. C'était ton travail, Camille. Chaque silence, chaque pic, chaque roulement d'yeux. Quand j'essayais de parler, chaque dîner décontracté avec du rouge à lèvres et des mensonges. Tu as construit ce mur. J'ai juste finalement arrêté d'essayer de l'escalader. Elle s'est levée si vite que la chaise a raclé le carrelage. Les gens font des erreurs, dit-elle plus fort maintenant, désespérée. On se perd. Mais toi, tu jettes tout ça comme si rien de tout cela n'avait d'importance. J'ai pris une profonde inspiration, puis j'ai dit les mots que j'avais besoin de dire depuis des mois. Je ne jette rien. Je lâche quelque chose qui est déjà parti. Camille est restée figée, abasourdie par la clarté. Elle a réessayé. J'avais tort sur tellement de choses. Je le sais maintenant. J'ai hoché la tête. Alors tu comprendras pourquoi je ne peux pas être l'homme avec qui tu le réalises. Pendant un long moment, nous sommes restés là, face à face. Pas comme mari et femme, même pas comme ennemis, juste deux personnes qui étaient arrivées au bout du chemin. Finalement, j'ai attrapé mes clés. Mon sac était déjà près de la porte, attendant comme une promesse tranquille. Elle ne m'a pas arrêté, n'a pas supplié. Elle a juste regardé. Quand j'ai atteint le seuil, j'ai marqué une pause, une main sur la poignée de la porte. Tu iras bien, ai-je dit. Tu es forte. Tu as juste utilisé cette force de la mauvaise manière pendant trop longtemps. Le loquet a cliqué derrière moi. Il n'a pas claqué. Il n'a pas crié. Il s'est simplement fermé.
Finale. Dehors, l'air semblait léger, vif, comme si quelque chose avait été retiré de ma poitrine. Je n'ai pas regardé en arrière. Pas une seule fois. C'est étrange comme la vie avance tranquillement quand on arrête de traîner le passé derrière soi. 3 mois s'étaient écoulés depuis que j'avais signé les papiers. 3 mois depuis que cette porte s'était refermée derrière moi, définitive, nette, silencieuse. Et maintenant, je me tenais au début d'un sentier dans les Alpes avec Clara, regardant un horizon qui semblait enfin m'appartenir. Nous avons marché en silence pendant la première heure, le genre de silence qui vous guérit. Elle marchait légèrement devant, me montrant de temps en temps un faucon ou un vieil arbre qui lui rappelait une peinture qu'elle voulait finir. Le ciel était large, haut et infini, le genre de bleu qui vous fait oublier le mot au plafond. Mes jambes me faisaient mal. Ma chemise était collée par la sueur. Mais je ne m'étais jamais senti aussi léger. Au sommet, nous avons trouvé un rocher plat et nous nous sommes assis. En dessous de nous, le monde se déployait. Des vallées plongeaient dans le brouillard. Des lignes de crête se pliaient comme des secrets, et des rivières captaient la lumière du soleil comme des fils d'argent. Clara m'a tendu une bouteille d'eau, ses doigts frôlant les miens. Pas d'étincelle, pas de choc, juste de la chaleur. Ça va, demanda-t-elle doucement. Je n'ai pas répondu tout de suite parce que, honnêtement, je n'étais plus sûr de ce que ça va signifiait. Mais je savais que je n'étais pas brisé. Je n'étais pas fatigué. Je n'attendais pas que quelqu'un remarque que je souffrais. J'ai regardé vers elle, les cheveux attachés en un chignon désordonné, les joues rougies par la montée, les yeux ouverts et stables. Je crois que je vais plus que bien, ai-je dit. Elle a souri. Ça se voit. La brise s'est levée. Je me suis penché en arrière sur mes mains et j'ai laissé l'air me traverser. Il avait fallu si longtemps pour arriver ici. Pas seulement la randonnée, mais ici. À cet état d'être où la paix n'était pas quelque chose que je poursuivais. Elle était, tout simplement. J'avais arrêté de poser des questions qui n'avaient pas de réponse. J'avais arrêté de me demander ce qui aurait pu changer si j'avais parlé plus tôt, ou aimé différemment, ou me suis battu plus fort. Certaines fins ne sont pas des tragédies. Ce sont des miséricordes déguisées. J'ai eu des nouvelles de Camille. Finalement, un ami commun m'a envoyé une story qu'elle avait publiée. Elle était assise seule à notre ancienne table de cuisine, celle où elle refusait autrefois de manger avec moi. Un journal ouvert. Un stylo en pose au milieu d'une pensée. Pas de filtre, juste une douce lumière matinale et le silence. La légende disait, on ne sait jamais ce qu'on a jusqu'à ce que ça arrête d'attendre qu'on le remarque. Il n'y avait pas de commentaires, juste quelques j'aime. J'ai regardé cette image pendant longtemps. Pas avec colère, pas avec justification, juste avec acceptation. Peut-être qu'elle avait changé, peut-être pas, mais son histoire n'était pas la mienne à finir. Clara m'a donné un coup de coude avec son genou. On continue? J'ai regardé le sentier qui serpentait vers les arbres. La lumière du soleil dansant entre les branches comme des miettes de pain nous guidant vers l'avant. Ouais, ai-je dit. Voyons où ça mène. Elle s'est levée, s'est penchée et m'a relevé à 2 mains. Nous avons marché côte à côte, nos bottes craquant sur les feuilles, nos rires résonnant de temps en temps entre les arbres.